30 ans d'un côté, 50 ans de l'autre. 30 ans, c'est la mort de Félix Houphouët-Boigny. 50 ans, c'est l'anniversaire de la fondation Félix Houphouët-Boigny. Ces festivités se passent à Yamoussoukro. Et lors d'une conférence inaugurale, on a appris une chose, c'est une organisation que Félix Houphouët-Boigny aurait voulu créer. C'était l'Union africaine malgache de défense. Imaginez, c'était déjà le panafricanisme, mais tout cela n'a pu se mettre en place. C'est dire combien de fois Félix Houphouët-Boigny était un visionnaire. Je voulais vous partager d'entrée, pour ce numéro du Grand Talk, cette histoire qui se raconte en ce moment du côté de Yamoussoukro à la fondation Félix Houphouët-Boigny. Bonsoir à tous. Alors, ma très chère Christelle. Bonsoir André, j'espère que vous allez très bien. Merci pour cette magnifique cravate rouge. Vous savez, il y a des couleurs que je mets juste parce que, bon, voilà, elles représentent des couleurs primaires, des choses comme ça. Mais après, ce n'est pas des couleurs... Herman, ça me rappelle trop de choses. Bonsoir Christophe, bonsoir. Vous allez bien André, bonsoir, le rouge, il te va bien? Très bien, oui. Vous pensez à venir à l'équipe qui porte le rouge. Voilà. Oh, salutations à tous les supporters de l'Africa Sport ce soir. Daouda, bonsoir. bonsoir. Je ne me sens pas visé. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Et bonsoir à tous. Élisée Voloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir André, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Bonsoir Élisée. C'est le meilleur bonsoir que vous attendez parce que ce bonsoir... Oui, le bonsoir d'Élisée est toujours particulier. Vous le cherchez. Allez à tout ça, bonsoir. Bonsoir Christelle. André, le rouge te va très bien. Ouais. Ah, on n'est pas... C'est symbole de puissance. Symbole de puissance. Tout à fait. Le pouvoir surtout. Ah, Mais c'est ça. Et de le passion. pouvoir, c'est la puissance. Alors, je pense qu'on va la faire rentrer. Moi, j'aime bien cette couleur écrue. Ouais. Edith Brou, venez. Voilà, faites votre star, venez. Ne regardez pas. Edith Brou, je me regarde gênée, je suis timide. Non, soyez bonsoir pas timide. Edith. Bonsoir Edith. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Très bien. Alors, André, avant d'aller plus loin... On va juste installer l'émission. Tout à fait. C'est parti. L'actualité est toujours dominée par le gouvernement ivoirien, par l'organisation à la tête de l'État. Vous le savez, depuis quelques jours, les choses se sont accélérées. Nouveau Premier ministre, nouveau gouvernement, même si les bases sont un peu anciennes. Et puis, aujourd'hui, premier conseil des ministres de ce gouvernement Mambé 1. On en parle aujourd'hui avec vous, Christelle. Alors, le président de la République, ce matin, donc, lors de cette session, disait du Premier ministre, au regard de votre expérience, tant au niveau du district d'Abidjan, dans le cadre de vos missions antérieures, de votre compétence et de votre sens élevé de l'État, je suis convaincu que vous saurez donner l'impulsion nécessaire à l'action gouvernementale en vue de poursuivre et de consolider les progrès remarquables que notre pays enregistre depuis une décennie. Mais pour en savoir davantage, cet élément, on se retrouve tout à l'heure. Alors, on aurait voulu vous faire entendre, j'allais dire, les propos d'Alassane Ouattara et de son nouveau Premier ministre. Mais bon, le temps que les choses se mettent en place, tout de suite, on va commencer avec nos amis. Edith, dites-nous, comment vous avez vécu déjà ces premières prises de parole de Begré Mambé et bien sûr d'Alassane Ouattara devant leur ministre ce matin? Ce qui m'a particulièrement marqué, déjà, c'est l'engagement fort donc, pris par le Premier ministre et également par le Président de la République qui a également donné des missions pour ce mandat qui démarre. Et parlant de mission, ce qui a vraiment été mis en avant, c'est surtout la bonne gouvernance. Donc, faire de telle sorte que la bonne gouvernance et surtout les personnes, les profils, les directeurs qui sont en charge donc, de diriger les établissements publics nationaux, que la sélection se fasse de la meilleure des manières, avec les meilleurs profils. On sait notamment que pendant l'année 2022 et même pendant l'année 2023, il y a eu des soubresauts donc, au sein de ces différentes directions, que la haute autorité de la bonne gouvernance également a été énormément sollicitée et que c'est un point essentiel pour le président de la République parce que entre les problèmes de blanchiment d'argent qui ont éclaboussé certaines de ces structures, il est important que l'État de Côte d'Ivoire mette l'accent là-dessus avec ce Premier ministre. Donc c'est vraiment ce qui m'a marqué et surtout la confiance qu'il lui accorde, qu'il a décidé de lui accorder. On a tous été surpris
de ce choix, mais surtout la confiance qu'il lui accorde pour cette mandature. Bien. On reviendra sur certains points de détail que vous avez mentionnés. Herman, votre regard au vu de ce premier conseil, les points qui vous ont marqué? Je note que le président Ouattara, il a parlé de que ce nouveau gouvernement doit relever les défis que traverse le monde. Ces défis-là, il a indiqué la hausse des taux d'intérêt mondiaux qui jouent sur le pouvoir d'achat des populations. Bon, donc lui-même, moi je pense que j'imagine que cela veut dire pour lui qu'il faut peut-être réduire notre sollicitation de la dette. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les différents budgets que nous avons jusque-là, on n'arrive pas à nous prendre totalement en charge. On fait appel à des institutions internationales pour nous aider au niveau de cela. Donc, puisque les taux d'intérêt ont augmenté au niveau mondial, il faut peut-être faire des efforts qu'au niveau de nos recettes fiscales ici, on puisse compenser cela. Moi, je pense qu'il a pleine conscience là. Il y a une autre chose qui m'a marqué. Il a dit que les différents ministres là, doivent veiller à la qualité, regarder la qualité des différents dirigeants des entreprises publiques. Donc, Eddy parlait tout à l'heure des différentes malversations. Aujourd'hui, quand on voit aussi qu'il a détaché carrément la bonne gouvernance pour donner une pleine autorité à la haute, c'est peut-être pour nous dire, par exemple, que lorsque ce ministère existait dans le gouvernement, ce ministère était solidaire de l'action gouvernementale. Aujourd'hui, qu'il est détaché, il pourra bien faire son travail d'audit, de contrôle de toute l'action gouvernementale. D'accord. Très bien. Daouda, que retenir vraiment de ce moment solennel de la République? Moment solennel, je pense que c'est une tradition. Après chaque remaniement, le président donne sa vision à son commando, ses 33 commandos. Je pense que les ministres ont pour obligation en fait, de traduire en actes concrets cette vision-là. Et la vision, pour moi, qui a le plus attiré mon attention, c'est la question de la vie chère. Et je pense que hier encore, on en parlait sur ce plateau parce qu'il a instruit le Premier ministre et instruit nommément le ministre Adjoumani à faire en sorte que le marché soit approvisionné de sorte que les Ivoiriens ne manquent de rien et surtout préserver le pouvoir d'achat de ces derniers-là. Quand on sait qu'aujourd'hui, la crise russo-ukrainienne nous a frappé de plein fouet, on a eu la crise aussi écologique qui nous a frappé, la crise de Covid. En plus de cela, la crise israélo-palestinienne qui peut avoir des répercussions. Aujourd'hui, je pense que c'est un chantier qui est très important. Par ailleurs, il a profité de ce moment aussi pour expliquer aux Ivoiriens, pas seulement aux ministres, pourquoi certains ministères ont été, je veux dire, scindés, ou bien de nouveaux ministères ont été créés pour expliquer ce dont tu parlais justement, le portefeuille de l'État, le patrimoine de l'État, parce que c'est des choses qui, ma foi... Les entreprises publiques? Les entreprises publiques, parce qu'on ne voyait pas véritablement clair. Il y avait comme une gestion opaque dans tout ça. Donc, je veux dire, il y a une question de mal-gouvernance. Et quand on regarde au niveau des institutions de Bretton Woods, c'est des choses qui intéressent véritablement les gens. L'autre chose qui a aussi attiré mon attention, on parlait de ça, la transformation, la transition numérique. Quand on sait que la digitalisation aujourd'hui est un chantier qui est vaste et qui donne de l'emploi, il est important pour lui de donner du coffre à ce portefeuille-là. Voilà. Élisée, votre regard de ce premier rendez-vous? Ben moi, je ne reviendrai pas sur ce qui a été déjà dit, parce que je pense que ça a été suffisamment dit et bien dit. Je vais juste m'attarder sur quelque chose qui, moi, me tient à cœur et qui a été relevé par le président et que le Premier ministre a pris à son compte à travers ce verbatim que, si vous permettez, je vais lire. Nous nous imposerons la règle de l'humilité et de l'écoute qui fonde votre idéal, car les postes auxquels vous nous appelez sont des fonctions de service public et de sacerdoce. Vous savez, moi, je dis toujours qu'il y a un gouvernement parce qu'il y a des populations, il y a des citoyens. Donc, si on veut inscrire sur l'ordre d'échelle des priorités ou d'importance, les populations sont nettement importantes parce que les ministres sont au service des populations. Et ça, le président le dit clairement et le Premier ministre le prend à son compte. Aujourd'hui, il est important. On ne dit pas que le gouvernement n'écoute pas, mais il est important qu'on soit beaucoup plus dans la proximité, qu'on écoute vraiment les populations. Les critiques, ce n'est pas parce qu'on veut fustiger pour fustiger, mais les critiques, c'est justement parce qu'on veut améliorer les choses. Et le président lui-même le dit chaque fois qu'il prend la parole, la redevabilité, l'importance pour les ministres, pour cela, d'être redevables à la population, de dire à la population ce qui est fait.
ce qui est important pour la population, les missions qu'on leur a confiées, à quel niveau on en est. Ça, c'est des éléments qui sont tellement importants et pour lesquels moi, je suis très sensible. Il faut que vraiment, pour ce gouvernement, on soit beaucoup plus dans la proximité et dans l'approche vis-à-vis des populations. Alors, pour corroborer vos propos, je voudrais lire les mots du chef de l'État. Il a dit « Je veux que vous continuiez d'être des exemples. Je voudrais vous demander que vous fassiez preuve d'humilité et de proximité avec les populations afin de mieux les servir. Vous demandez de vous mettre au travail, de traiter les dossiers avec célérité et diligence. » Pour vous, c'est un point important que le président... Hyper important. Le président insiste dessus. Chaque fois qu'il a des discours, en tout cas vis-à-vis des membres du gouvernement, l'humilité. Voilà, il ne manque pas vraiment de revenir là-dessus. Cette proximité-là, il la veut. C'est vrai que lui, en tant que chef d'État, il ne sera pas forcément au premier contact avec les populations, mais les ministres ont vraiment cette opportunité-là de le faire. Très bien. Tout ça, Alain. Oui. Qu'est-ce que ce gouvernement devra faire que n'a pas su faire le gouvernement précédent? Écoutez, moi, je voulais juste revenir, parce que je pense qu'on est allé un peu vite dans le débat, sur la justification que le président donne au choix du Premier ministre. Très bien. Qui est méconnu, entre guillemets, des Ivoiriens, mais le président a la pleine connaissance de son parcours. Il a dit que sa nomination est la reconnaissance d'un riche parcours professionnel. Et on l'a vu après en consultant le pédigré du nouveau Premier ministre, qu'il a quand même commencé dans ce milieu et à la fois dans les affaires depuis longtemps et que c'est un technocrate. Et il l'a présenté comme étant un acteur de développement. Et ensuite, il évoque la présidence du district d'Abidjan. Voilà, à l'évidence, le président semble satisfait de son bilan à la tête de cette collectivité, enfin ce groupement de collectivités. Donc je pense qu'il a répondu à toutes les interrogations des Ivoiriens. Maintenant, s'agissant bien entendu de la mission, du cadrage, de la feuille de route, il a rappelé un certain nombre de choses, notamment consolider les performances du gouvernement et relancer le chantier du métro d'Abidjan, qui est comme un coup de pied qu'il donne un peu à l'ancien Premier ministre, dossier sur lequel il semblait avoir de claires divergences avec le président, compte tenu de la lenteur accusée par ce projet qui aurait dû naître depuis 2 ans et qui n'est même pas en phase de développement, mais bien au contraire. Donc sur ce point, le président a demandé que ce chantier soit relancé. Et puis bien entendu, sur la mobilisation des recettes fiscales internes, hier on en parlait rapidement, parce qu'on ne pourra pas continuellement demeurer un pays de taxes douanières. C'est-à-dire que l'essentiel de nos recettes provient des produits importés ou alors des produits exportés. On ne peut pas bâtir une économie solide sur ce modèle-là. Bien au contraire, c'est à l'intérieur qu'il faut collecter les fonds, quitte après à les compléter par des fonds qui viendraient de l'extérieur. Le président l'a dit que sur le marché aussi, les taux d'intérêt sont devenus sont allés à la hausse. Donc, on n'a pas d'autre choix que de nous concentrer à organiser notre économie. Et quand on parle de la transformation de l'économie, ce n'est pas seulement une question industrielle. Transformation, ça veut dire qu'il faut changer des méthodes. Il faut que l'État lui-même aille chercher l'argent où il est et demander aux contributeurs qui doivent le faire, de le faire afin de supporter le développement. Donc c'est quand même un cahier des charges d'une feuille de route assez claire. Et c'est un gouvernement, je vais dire, de conjoncture qui devrait aller jusqu'à 2025. Très bien. Merci vraiment pour ce premier tour de table terminé par Toussaint Alain. On va maintenant entendre le président de la République et son Premier ministre et on reviendra ici même pour encore décrypter leurs propos. Le nouveau gouvernement a pour mission de consolider les performances que notre pays a enregistrées au cours de ces dernières années en matière de paix, de sécurité, de stabilité politique, de croissance économique et bien sûr d'amélioration non seulement des infrastructures, mais des acquis sociaux indéniables des Ivoiriens. Le nouveau gouvernement doit bien évidemment relever les défis que traverse le monde et notre sous-région, ainsi que les différents chocs macroéconomiques qui se traduisent par une inflation généralisée, la hausse des taux d'intérêt mondiaux, avec pour conséquence la baisse du pouvoir d'achat des populations. On reprend l'antenne, justement, après les propos d'Alassane Ouattara.
Mais on va écouter aussi le Premier ministre, qui lui, évidemment, à la tête de son commando, a sans doute répondu. Il a répondu, en restant au palais présidentiel ce matin. Quant à nous ici, on va continuer évidemment d'échanger autour de ces propos-là. Alain Toussaint a dit une chose essentielle. Est-ce que toutes ces missions-là, finalement, après 2-3 jours à fréquenter, disons-le comme ça, le nouveau Premier ministre, on se rend compte ou pas, vous allez nous dire, que finalement, ce n'est pas, j'allais dire, un inconnu au bataillon de la gestion des affaires de l'État. Edith? Non, ce n'est pas un inconnu. Après, c'est, comme on l'avait dit ce lundi, on ne l'a pas beaucoup vu dans les médias, sur la place publique, avec des actions d'envergure. Oui, c'était le gouverneur, c'est le gouverneur du district, mais on n'a pas eu énormément de faits d'armes sur lesquels on pouvait discuter. Là, il a des missions. Le fait d'armes sur lequel on est revenu à plusieurs reprises lorsqu'on a fait son pédigré, c'est la réussite des Jeux de la francophonie. Et c'est certainement pour ça que le président de la République donc, lui a ajouté le ministère des Sports, la gestion du ministère des Sports, parce qu'il compte sur lui pour la réussite de la CAN à venir, la CAN 2023. Et il a bien spécifié dans les missions qui lui ont été... 2024. 2024. Bon, la CAN 2023 qui va se faire en 2024. Bien sûr. Exactement, et qui est prévue dans moins de 87 jours. Et il y a donc urgence. Et c'est une des missions, en tout cas, au-delà de tout ce qu'on a cité, qui est l'une des plus importantes également, vu l'urgence. Donc, ce que je retiens, on n'a pas vraiment beaucoup d'éléments, à mon avis, sur lesquels supputer concernant ces missions, parce que ce sont des missions à venir, on attend de voir comment ça va se concrétiser sur le terrain. Mais réussit-il toujours les missions qui lui sont assignées par le chef de l'État? J'ai juste dit les Jeux de la francophonie. Je ne vais pas m'avancer plus longtemps parce qu'au-delà de ça, le district d'Abidjan, je n'ai pas encore vu, en tout cas à mon avis, la concrétisation de certaines choses. Voilà, je préfère ne pas m'avancer. Voilà. On attend de voir donc les missions qui seront assignées et les missions qu'il va réussir avec ce commando de 33 ministres. Voilà. Bien, Daouda. Bon, je vais dire, en m'appuyant sur ce que Edith dit, je sais que le district d'Abidjan avait en son temps avait pour rôle de construire un abattoir pour la Côte d'Ivoire, un abattoir très moderne qu'on n'a pas encore vu jusqu'à aujourd'hui. On devait avoir une gare internationale qu'on n'a pas encore vu jusqu'à aujourd'hui. C'était à la charge du district d'Abidjan. Mais je pense qu'il y a beaucoup de contingences qui rentrent en ligne de compte aussi. Donc, on ne peut pas mettre ça sur le seul compte du nouveau Premier ministre. Pour moi, il a été nommé à ce poste. C'est un administrateur, c'est un commis de l'État. Il faut lui laisser le temps de prendre les dossiers en compte. Il vient de prendre le train, de prendre l'appareil en marche. Le métro en marche. Le métro, voilà. Et du coup, sa première priorité, la priorité des priorités, je pense que le président l'a dit, et lui-même il a dit, c'est réussir la canne de l'hospitalité. Laissons-lui ce challenge-là. Après, on a le temps jusqu'en 2025 pour voir tout ce qui va être mis en œuvre. Mais là, on ne peut pas le juger dès son arrivée. Et juste pour ajouter, et j'ai bien apprécié le point sur lequel le président s'est appesanti, c'est sur la digitalisation et également sur l'économie numérique, qui est aussi un point essentiel. Et ça fait vraiment plaisir à voir parce qu'on parle de la CAN qui arrive à venir, on parle également de beaucoup de moyens de paiement, donc de finances digitales qui seront mis en œuvre pendant cette période, mais on parle également de la digitalisation de l'État de Côte d'Ivoire avec les recettes fiscales maintenant qui sont perçues par mobile money, également les inscriptions à l'école également qui sont faites par mobile money. Il y a plein d'actions qui ont été mises en route, mais il y a énormément d'efforts à faire et je suis ravie de voir que le président fait de l'économie numérique sa priorité, la digitalisation. On va permettre à Élisée de réagir là-dessus. Élisée, d'accord, je note à la suite des interventions d'Alain et de Daouda et qui ont évoqué en tout cas quelques chantiers importants qui semblent être en berne depuis belle lurette. Je pense que c'est tout juste là même l'opportunité de revenir sur la question de la redevabilité. Aujourd'hui, où nous en sommes, il est important quand même que pour l'État, pour les citoyens, on puisse faire le point de tous ces grands projets, ces grands chantiers qui ont été annoncés, qui ont été lancés aux yeux des populations ivoiriennes et qui faisaient même notre fierté. On en parlait même avec beaucoup de fierté, qui aujourd'hui semblent être laissés en berne. Où nous en sommes aujourd'hui, je pense que pour s'inscrire même dans la logique de cette redevabilité, il serait déjà bien peut-être qu'on fasse le point. Comme je le dis toujours, moi, je ne suis pas prompt à accuser les gens pour les accuser. Voilà, je sais qu'on peut être animé de bonnes intentions.
Et puis, dans la réalisation des choses, on peut être face à quelques contraintes. Mais comme je le dis toujours, si vous ne dites pas les contraintes face auxquelles vous êtes, si vous ne dites pas ce qui a empêché qu'on réalise, comment nous, on peut imaginer? Nous, on n'est pas à votre place. Donc, je crois que c'est le lieu, vraiment, avec le Premier ministre, de peut-être faire l'état des lieux de tous ces gros projets-là, que ce soit le métro, comme il a dit, la gare internationale qui a été lancée, et tous ces points-là, vraiment, qui depuis des années ont été lancés, et dont même la date d'exécution, pour certains, est déjà dépassée. Et certains pays ont déjà lancé leur métro. Et qu'on nous dise exactement ces projets-là, où nous en sommes, et aujourd'hui, quelles sont les prochaines dates de livraison éventuelles, bien évidemment, tenant compte d'un chronogramme qui soit plus réaliste. Il est quand même important qu'on revienne sur ces sujets. Très bien, on va permettre à Herman de donner son point, et on fera notre pause. Moi, je sais que j'ai eu un temps dans la coordination de son travail avec ses relations avec les différents maires d'Abidjan. Il y a eu par moments des endroits où il y avait qui devait gérer véritablement telle parcelle du projet. Là, vous parlez du Premier ministre. Hein. Parle du Premier ministre. Donc je veux dire, tout n'a pas été tout clair. C'est vrai que c'est un nombre d'affaires. On l'a vu aussi au niveau de la CEI. Quand il était président de la CEI, aujourd'hui, le fichier électoral que certains partis de l'opposition contestent, c'est parti de là. Donc je veux dire que dans toute la marche d'un homme politique, d'un responsable, il y a toujours ce qui est positif, mais il y a également des points noirs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout cela, la somme de tout cela que le président a perçu et lui a confié le gouvernement. On va lui accorder le temps d'imprimer sa marque et puis on verra après ce que ça pourra donner. Herman, on va vous redonner la parole dans un instant pour le mot. Donc, très rapidement, il nous reste une minute pour terminer ce sujet. Un point, parmi les chantiers inachevés, il y a le 4e pont. Celui de Yopougon, je crois. C'est ça. Yopougon, le 6e même pont. C'est le 6e, je crois. Voilà. Qui est à l'arrêt parce que justement le deal avec l'entreprise chinoise n'a pas été bien ficelé. Donc là aussi, c'est une source d'impatience du côté du président de la République. Maintenant, sur la digitalisation, moi, je pense qu'on reste beaucoup au mot. Pouvez-vous me donner le pourcentage, je parle le nombre, le pourcentage d'établissements scolaires ou secondaires en Côte d'Ivoire qui ont une salle Internet? C'est ça la digitalisation, la réduction de la fracture numérique. Or là, on est sur des déclarations depuis des années, mais ce n'est pas le fait de ce gouvernement ni de ce président. C'est depuis au moins 2 décennies qu'on parle d'amener l'Internet partout vers les populations, vers les écoles. Le mobile money, c'est bien, mais ça, c'est purement financier, économique. Ça c'est déjà un pas, là. Est-ce que ce n'est pas déjà un pas qui mais nos enfants doivent pouvoir avoir accès à la connaissance partout où ils sont. Or, pour le moment, cela n'est pas fait. Donc, c'est un dossier important, c'est d'amener l'Internet, la connectivité partout où cela est nécessaire. Ce gouvernement, avec son tout Premier ministre, est engagé sur d'importants chantiers, vous l'avez rappelé ici même. Eh bien, on aura l'occasion de revenir sur ces différents chantiers. Est-ce que ça fait partie des chantiers? Les affaires d'investissement des Ivoiriens. Ils aiment investir, mais ils investissent dans 2, 3 choses et parfois on leur dit que non, vous vous êtes fait arnaquer. Herman, dans son mot, veut revenir sur la question de l'investissement, cette question à laquelle on a assisté il n'y a pas longtemps dans le domaine des transports et des taxis VTC, etc. Donc c'est vrai, le sujet d'aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, nous allons juste parler d'une affaire qui a fait grand bruit, et puis on pourrait dire même qui continue de faire grand bruit en Côte d'Ivoire, les investissements avec bénéfices mirobolants dans le secteur du transport. C'est une histoire d'investissement, de gros sous et surtout de rêves brisés. Tout commence en 2022, peut-être un peu bien avant, lorsque plusieurs sociétés au statut pas très clair commencent à proposer des offres alléchantes à des investisseurs potentiels, des particuliers souvent, pour une somme d'argent modeste. Ces investisseurs pouvaient devenir propriétaires d'un véhicule de transport. Les remboursements sont rapides, avec des mensualités très intéressantes et donc un retour sur investissement considérable. C'est trop beau tout cela. Oui, en effet, c'était trop beau pour être vrai. Les promoteurs qui se cachaient derrière ces sociétés ne fournissaient pas de voitures aux investisseurs, en tout cas pas à tout le monde. Certains utilisaient l'argent des investisseurs pour financer leurs propres activités ou pour le blanchir dans d'autres cas. L'affaire a éclaté lorsque l'État a demandé de surseoir toute nouvelle souscription et depuis, les investisseurs ont commencé à se plaindre de ne pas recevoir leur retour sur investissement, ni même le remboursement de leur capital investi. Les autorités ivoiriennes ont ouvert alors une enquête de laquelle il ressort que les sociétés mises en cause contournent le dispositif réglementaire sur la carte de transport. Il n'y a aucune garantie sur la sécurité des fonds collectés. L'État, après avoir recommandé donc la suspension de ces activités-là,
décide de mettre fin à l'activité d'appel public à l'épargne. Ça, c'est non négociable, avait enjoint le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Fort de ces décisions, l'État demande aux sociétés mises en cause de procéder au remboursement des souscripteurs. Sauf que cela, selon les estimations, c'est près de milliers de personnes qui pourraient perdre leur épargne, qui représente plusieurs milliards de francs CFA. Cette affaire est un rappel que les investisseurs doivent être prudents avant d'investir leurs petits sous dans une entreprise. On se souvient encore de l'affaire de l'agrobusiness, dont l'affaire des VTC n'est qu'une variable. Il est important de faire des recherches avant de signer un contrat et de se méfier des offres trop alléchantes. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain être milliardaire. Voici quelques conseils pour éviter de tomber donc dans une arnaque de type pyramide de Ponzi. Faites vos recherches avant d'investir dans une société. Vérifiez les informations sur la société, comme son numéro d'immatriculation et son adresse. Soyez méfiants des offres trop alléchantes. Je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas du jour au lendemain devenir milliardaire. Si une offre semble trop belle pour être vraie, c'est probablement le cas. Demandez à voir l'activité avant de signer un contrat. Ne donnez pas d'argent avant de connaître les états financiers de l'entreprise. Si vous pensez avoir été victime d'une arnaque de type pyramidal, vous pouvez porter plainte auprès des autorités ivoiriennes. Aujourd'hui, pour les victimes de l'affaire des investissements dans le secteur du transport, est-il déjà trop tard? Ont-ils perdu leur argent et leurs rêves? En tout cas, c'est une histoire qui nous rappelle que l'argent facile n'existe pas. Il faut travailler pour avoir son argent et que les promoteurs, ces escrocs, sont toujours là pour profiter de la crédulité des gens. Très bien. Merci. Faites très attention. Bien. Très bien. En tout cas, Herman, votre mood, votre humeur, c'était évidemment d'attirer l'attention des uns et des autres sur cette affaire donc de VTC et d'investissement dans les sociétés de transport. Évidemment que ça vous intéresse, vous n'êtes pas les seuls, bien sûr. C'est passionnant. Vous n'êtes pas les seuls qui êtes, le seul qui est intéressé par ça. Vous aussi, cela vous fait réagir. Moi, rapidement, pour ajouter sur le point des recommandations, on peut avoir une société qui est implantée, qui est nouvelle et qui est clean. Mais le plus important aussi, dans la recherche, il faut se renseigner sur les dirigeants. Il faut se renseigner sur les dirigeants ou sur le dirigeant, voir un peu ce qu'il a fait, ce qu'ils ont fait, c'est très important parce qu'on est capable de faire un montage financier qui est magnifique. Et si vous êtes un néophyte, vous pouvez facilement vous faire avoir. Maintenant, au-delà de ça, les Ivoiriens ont envie d'investir. Ils épargnent, ils ont une épargne, mais ils ont envie d'investir. Et forcément, lorsqu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir des informations ou d'avoir une éducation financière de qualité, mais ils vont tomber sur toutes les arnaques possibles. Raison pour laquelle il faut sensibiliser. Je pense que c'est le travail de la BRVM. La BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, devrait encore plus sensibiliser les Ivoiriens et les amener à investir à la bourse. Alain Toussaint, votre réaction? Oui, bon, la question qui me vient à l'esprit, c'est à qui la faute? Les responsabilités sont certainement partagées. Moi, je voudrais ici relever la responsabilité des banques. Parce que toutes ces personnes qui viennent avec des millions, des dizaines de millions, ont quand même une capacité financière qui doit être accompagnée par ces établissements bancaires. Et donc l'État, je pense, à l'issue ou à la suite de ces différents scandales, devrait peut-être ouvrir un dialogue avec les banques afin que celles-ci puissent accompagner les Ivoiriens qui désirent investir. On ne peut pas continuellement abandonner la population dans ce type de circuits et de pratiques qui, au final, leur font perdre leurs épargnes. Docteur Yoboué, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Vous êtes enseignant-chercheur, expert en intelligence artificielle, en marketing digital. Et avec vous, on va parler donc de l'IA, l'intelligence artificielle. Connue, tout le monde en parle, mais est-ce que véritablement nos populations maîtrisent la quintessence de cette définition? Pourrait-on la connaître avec vous? Merci beaucoup, madame. Je suis docteur Yoboué, comme vous avez dit. Alors, j'ai fait mon doctorat en Chine, où j'ai passé autour de 7 années. Et je suis maître assistant donc, des universités, donc enseignant-chercheur à l'ISTC Polytechnique. Alors, donc, parlant de l'IA, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de l'IA aujourd'hui, mais l'intelligence artificielle a une histoire. Et cette histoire va débuter dans les années 1956, où des chercheurs aux États-Unis vont introduire donc, la notion de l'IA, qui sera beaucoup critiquée en 1973, et par la suite, avec la montée en puissance donc, des informations, on va connaître une accélération, on va dire, des outils tels que le IA. Alors donc, est-ce que nos populations
connaissent ou bien elles sont au courant, n'est-ce pas, de l'évolution de l'IA ou bien comment nos populations voient l'IA. D'une manière générale, si on veut donc définir l'IA, on va dire que c'est le pouvoir que l'homme donne à la machine pour faire une activité pour le bien de l'homme lui-même. Et donc, en Afrique, en Afrique, on n'a pas encore perçu tous les contours de l'IA, c'est encore nouveau, mais sous d'autres cieux, bien évidemment, c'est intégré dans la vie donc, des populations. Quels sont ces contours que les Africains devraient percevoir Qui n'ont pas encore perçu. Qui n'ont pas encore perçu. Pourquoi ce serait important pour un Africain d'utiliser une intelligence artificielle? Ok, donc la première révolution industrielle a commencé donc, après l'invention de la machine à vapeur. Et donc la machine à vapeur qui va faciliter la vie des populations en mécanisant donc l'agriculture. Et donc toute intelligence artificielle, toute intelligence, même toute révolution vient pour résoudre un problème. Donc le but de l'intelligence artificielle, c'est de permettre à l'homme de gagner en temps, de briser donc les barrières géographiques et de travailler plus rapidement. Et donc ça facilite les conditions de vie de l'homme. Ce que l'homme pourrait faire, on va dire, en 12 heures, l'intelligence artificielle va faire en 30 minutes ou bien en 1 heure. C'est bien pour ça, Dr Yobo, que je voulais quand même vous poser la question. Si. Est-ce que, finalement, on ne nous fait pas croire que c'est tout nouveau, alors que, évidemment, ça fait des siècles et des siècles que la technologie voilà, est parmi nous et que ce n'est pas si nouveau que ça. Alors, au fond, qu'est-ce qui est nouveau? Est-ce que ce n'est pas la prégnance de la digitalisation? Ok, ce qui est nouveau, c'est l'avènement du Web 2.0 dans les années 95, lorsque on a l'avènement des réseaux sociaux numériques. Alors donc, avec l'avènement des réseaux sociaux numériques, on aura la disponibilité de l'information. Ok, donc on aura la disponibilité de l'information et à cause de la pluralité de l'information, l'intelligence artificielle dans son développement connaît une accélération. Très bien. Oui. Quelle est la place de l'humain? C'est la crainte. Hein? Oui, c'est ça. Quelle est la place de l'humain? Je ne vous informe pas, je ne vous dis rien. Mais vous savez que l'année passée, en Chine, on va fabriquer la première femme chef d'entreprise purement robot. Elle va travailler 74 fois. Elle va travailler 74 fois plus rapidement que l'homme normal, bien évidemment, et c'est plus bénéfique. Okay? Alors donc, la place de l'humain, c'est le fait donc d'associer, on va dire, l'homme et la machine. Donc, je veux dire, le futur sera donc une collaboration entre l'homme et la machine. Mais je vais aller plus en Permettez, enfin, j'aimerais comprendre. Hein. Oui, si. Quand vous dites que dans ton sens, en fait, parce que quand tu dis la vas-y. place de l'humain, c'est surtout les menaces sur les emplois. Sur les emplois, si en fait, exactement. Un robot est capable de prendre mon poste de DG, de ne pas tomber malade et de travailler 74 heures et tout, ben, où est ma place? Est-ce que les métiers ne vont pas disparaître? Oui, en même temps que les métiers disparaissent, il y a d'autres métiers qui se créent. C'est pourquoi, à un certain moment, lors de ma formation, j'étais obligé de faire un deuxième master en Chine, plus un doctorat, à cause du futur. Et, on doit s'update. Vous comprenez? Il faut s'update, il faut se mettre à jour. À jour, merci. Il faut se mettre à jour. Et donc, il doit y avoir des politiques au niveau de la formation. Docteur Yoboué, non, vous en faites pas, on va assez rapidement parce qu'évidemment, on comprend bien ce que vous dites. Est-ce que, quand même, on n'est pas dans une forme de, je ne vais pas dire d'utopie, de nous parler d'intelligence artificielle, alors qu'à Ouagadougou et dans bien d'autres contrées de la Côte d'Ivoire, il n'y a même pas encore l'ordinateur pour faire du Word. Donc voilà, commençons là où on doit commencer. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire peur à tout le monde, alors qu'en fait, il faut commencer déjà par maîtriser Excel et Word? Oui, c'est pourquoi il y a des associations au niveau donc, du digital des femmes. Je vois Edith Bro qui est très active, n'est-ce pas, sur les réseaux et un peu partout. Parce que l'enjeu du monde de demain, chers messieurs, ne voyez pas, le monde devient un village. Et ça avance vite. Le monde ne va pas vous attendre. Pendant qu'à Ouagadougou, vous n'avez pas Internet. Mais ça avance. Dougou, c'est ça, c'est ça. Si on prononce bien. On va dire Niakara. Niakara, c'est encore plus facile. Donc le monde avance. Il y a la compétition. La première fois que j'arrive en Chine, en 2013, je pensais que j'aurais affaire à plus d'1 milliard de personnes. Donc on aura fait le bruit partout. Mais j'arrive à Shanghai, la ville est calme. Les jeunes sont en train de travailler.
Parce que le futur, c'est aujourd'hui. Avec l'AI, il n'y a plus de futur. Le futur, est déjà là. Le futur, c'est déjà là. Donc, il faut prendre des décisions, n'est-ce pas, pour des politiques donc, universitaires, des politiques de formation pour orienter nos jeunes. Mais mieux, il faut que de bonnes volontés, ce que vous faites, c'est très bien, des bonnes volontés partent. Parce que l'État ne pourra pas tout faire. Très bien. Daouda va réagir et moi, une autre question pour vous. J'ai une grosse Allez-y, s'il vous plaît. concernant, en fait, une inquiétude concernant votre femme directrice qui est robot. Oui. Parce que je sais que l'être humain, souvent, les décisions que le robot peut prendre, il prend juste, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Or, un être humain, il peut avoir de l'empathie, il peut regarder certains contingents pour prendre ses décisions. Oui. Est-ce que votre IA peut prendre ces décisions-là en prenant en compte ces facteurs, les facteurs sociologiques, les facteurs émotionnels pour prendre ces décisions? Ce que vous dites, c'est une très belle question. Avec la machine learning et donc avec le fait qu'il y ait ces réalités, alors les spécialistes donc, en intelligence artificielle, en robotique, réfléchissent sur la question pour donner d'autres sensations aux robots. Par exemple, Alibaba crée une application où tu peux ressentir les rouges à lèvres sur tes lèvres, ou bien tu peux les voir. Donc ça avance. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance, on est en train de donner d'autres propriétés à l'IA pour pouvoir agir. Mais à l'heure actuelle, M. Daouda, à l'heure actuelle, vous avez certainement raison, il y a un peu de limites sur certaines applications en termes d'émotion, en termes de sentiments. Et rapidement, avant de passer la parole à Alain, rapidement, est-ce que vous pensez que finalement on n'a pas perdu la bataille? Parce qu'on est encore à utiliser un outil que nous n'avons pas développé. Je prends par exemple ChatGPT parce que c'est par là que tout le monde a connu un peu l'intelligence artificielle. Nous, Africains, on ne l'a pas développé. On ne maîtrise pas l'intelligence artificielle et on va encore se faire dominer. Est-ce que finalement, on n'a pas perdu cette bataille? Je suis heureux d'être parmi les premiers digitaliens en Côte d'Ivoire, l'un des premiers docteurs en e-commerce. Mais on ne va pas s'avouer, on va dire, vaincu. OK? Moi, j'arrive à Shanghai, et plus précisément à Jiangsu, et je suis parmi les 3 meilleurs étudiants. Et donc, on a la capacité de réfléchir comme les Chinois. Ils ne sont pas plus intelligents. On va aller plus vite. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Et donc, il n'est jamais tard pour mieux commencer. C'est l'heure maintenant. Nous sommes à la 4e révolution industrielle. Le monde est devenu numérique. Et donc, si on ne s'y met pas, je pense qu'on aura tout loupé. Très bien, docteur Yoboué, écoutez, on le dit depuis le début de cette saison, on va en reparler forcément. Quand tout cela va revenir. Il faut absolument. Est-ce qu'on aura un André On peut avoir un avatar dans le monde virtuel. Et puis bon, ça peut être quelque chose de bon. Il y en a qui ont des épouses. Voilà, on a vu des personnes sur des réseaux. J'ai vu ces vidéos-là. Qui ont acheté des poupées voilà, qui sont censées... Ils sont mariés. Ils sont mariés, il faut... C'est le couple. Enfin, on va où? Très bien. Il faut vraiment qu'on puisse avoir le temps d'en parler. En tout cas, merci d'être venu. Oui. Ça pourrait être l'objet d'un débat plus ouvert et plus large, mais vu les contraintes de temps, on va donc poser et puis vous demander juste de nous rejoindre juste après, tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, vous êtes de retour avec nous sur ce plateau. C'est le Grand Talk. Nous sommes toujours très, très heureux de vous savoir nombreux sur nos différents canaux. 206 pour ceux qui possèdent donc le bouquet Canal+, 6 pour ceux qui sont sur la TNT, la télévision numérique terrestre. Merci de votre confiance. Après une première partie d'émission extrêmement riche en propos, en propositions, en échanges, nous revenons pour une deuxième partie. On va parler de maladies cardiovasculaires. Il faut évidemment que vous sachiez comment faire pour vous mettre à l'abri de toutes ces situations, de toutes ces pathologies, Christelle. Oui, et justement, pour en parler, nous allons recevoir un invité qui va venir nous donner quelques conseils, surtout sur le dépistage des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. L'AVC est très vite arrivé, l'hypertension, les premiers signaux. On ne prend souvent pas garde de tous ces facteurs-là, de tous ces aspects-là. Et puis un jour, voilà, patatras, c'est la catastrophe. Et la tombe n'est pas loin, pour ne pas effrayer les personnes. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Alors, vous êtes docteur Aboubacar Sylla.
président de l'association Graines d'Ivoire et Santé, AGIS. Tout à fait. Il est important, voire même primordial, de parler de maladies cardiovasculaires. Oui, merci déjà de me recevoir aujourd'hui. C'est intéressant d'avoir une fenêtre de communication pour pouvoir parler de ce fléau, on peut dire. Hein. C'est quand même la première cause de mortalité des patients âgés de plus de 25 ans. Donc, il faut en parler. Maladies cardiovasculaires, mais aussi comorbidités, c'est-à-dire les maladies qui peuvent être des maladies qui peuvent tuer sournoisement. Vous avez bien dit le mot. Hein. On peut en mourir, on peut en décéder, on peut aussi avoir des pathologies chroniques et compliquées sur ces comorbidités-là. Ok, pourquoi vous pensez qu'on doit aujourd'hui en parler dans le contexte ivoirien? Qu'est-ce qui se passe justement autour de ces maladies? Eh ben, déjà, il faut savoir que les maladies cardiovasculaires, on en a beaucoup parlé pendant la période du Covid. C'est ça. En fait, si vous vous rappelez, quand la pandémie de Covid-19 a débarqué sur la Côte d'Ivoire, on s'est rendu compte qu'une bonne partie des patients qui étaient hospitalisés avaient des comorbidités. Une comorbidité, c'est quoi? C'est une maladie chronique. Ça peut être une insuffisance rénale, ça peut être un diabète, ça peut être une hypertension, une maladie respiratoire que vous aviez déjà. Mais on se rend compte que lorsque vous aviez une comorbidité et que vous êtes atteint de la Covid-19, votre pronostic vital, il est tout de suite engagé. Donc c'est souvent des gens qu'on retrouvait hospitalisés qui faisaient une infection respiratoire plus grave que les autres. Et donc là, ça a eu, on va dire, il y a eu un miroir grossissant sur ces pathologies-là, puisque maintenant, on se disait, mais attention, qui a une comorbidité parce que la Covid-19 est là? Qui doit se vacciner parce que la Covid-19 est là? Qui doit faire plus attention que les autres parce que la Covid-19 est là? Et donc, du coup, on a un petit peu regardé de plus près ces pathologies-là aussi, mais en sachant qu'elles étaient déjà là et qu'elles faisaient déjà pas mal de dégâts. Les facteurs déclenchants, c'est très important. On parle souvent de stress, on parle souvent de situations qui mettent à mal votre système respiratoire, sûrement peut-être la cigarette et d'autres facteurs. Mais quels sont véritablement les facteurs déclenchants des maladies cardiovasculaires? Ah, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quelquefois, on peut être de famille hypertendue. Il n'y a pas forcément de facteurs déclenchants. Vous avez une mère hypertendue, un père hypertendu, vous avez de fortes chances, vous aussi, d'être hypertendu. Vous avez beau faire tous les examens que vous voulez, on ne va pas trouver d'origine particulière. Vous êtes hypertendu, comme ça, vous déclenchez des fois du jour au lendemain. Évidemment que le facteur de risque du tabac, de l'alcool, de la sédentarité, de l'obésité, de l'alimentation grasse, du cholestérol, de toutes ces petites des choses qu'on connaît en plus, hein, vont être des facteurs qui vont déclencher ces certaines personnes. Et bien évidemment, vous avez dit le mot tout à l'heure, le stress. Le stress, c'est quand même un facteur qui vient un petit peu, pas forcément déclencher, mais qui vient peut-être aggraver quelquefois un terrain déjà d'hypertension. Très bien, merci docteur. On va permettre à Toussaint Alain de vous interroger. Juste une petite question. Qu'en est-il de la prise en charge justement des personnes qui peuvent être victimes de... Alors, il y a être victime et il y a déjà être au courant de cette maladie. Quand vous êtes au courant de cette maladie, vous avez votre médecin cardiologue qui vient vous dépister, qui vient vers vos examens complémentaires et qui vous donne un traitement adapté. C'est valable pour les maladies cardiovasculaires, c'est valable pour le diabète, c'est valable pour l'insuffisance rénale, je parlais des comorbidités, c'est valable aussi pour les insuffisances respiratoires. Donc il y a toute une batterie de médicaments et tout un suivi qui est tout à fait réalisable et qui est accessible à tout le monde. Les hôpitaux aujourd'hui sont équipés pour évidemment, faire face à... Évidemment, les médecins sont compétents pour ça, les hôpitaux sont équipés. Sauf que, il y a des fois un gap, c'est-à-dire que je vais vous parler par exemple des résultats qu'on a eus à Niamey, puisque je parle aussi de la campagne de dépistage qu'on mène en ce moment. On en parlera. On a eu des cas où des patients qui savent qu'ils sont à comorbidité, qui ont une maladie chronique, mais lorsqu'ils ont été dépistés, on voyait qu'ils ils ont été testés positifs. Vous avez aussi des cas de patients qui n'avaient pour eux pas de signes, pas de problème, pas d'antécédents. On les dépiste, 50% des gens qui pensaient ne rien avoir, on a dépisté soit un diabète, soit une hypertension, soit une maladie cardiovasculaire. Donc vous voyez qu'à
à un moment donné, ce n'est pas que le suivi, c'est aussi des fois un petit peu un facteur. Alors, quel est l'état des lieux donc des maladies cardiovasculaires en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous, en tant que professionnel, depuis 5 ans, vous avez noté une... Plus que ça, 10 ans. 10 ans, ok. 10 ans Depuis... que l'ONG existe. Oui, mais bon, j'essaie d'avoir une fenêtre un peu plus courte pour voir un peu l'évolution. Oui. Est-ce que depuis ces années, 5 ou 10 ans, vous constatez une évolution du nombre de cas de maladies cardiovasculaires, d'AVC en Côte d'Ivoire? Quels sont les chiffres réels et quelles sont les populations qui sont les plus touchées, les tranches d'âge par exemple? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en fait, au début, on n'était pas focalisé sur les maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires, on va dire que ça s'est vraiment mis devant nous quand on a commencé à traiter les maladies à Covid-19. Là, on s'est vraiment intéressé aux maladies cardiovasculaires et les comorbidités. Avant ça, on faisait les maladies respiratoires chez les enfants et la santé mère-enfant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je disais tantôt, c'est quand même la première cause de mortalité en Côte d'Ivoire pour les gens au-dessus de 25 ans. Au-dessus de 25 ans. Au-dessus de 25 ans, c'est la première cause de mortalité. Ouais. Donc, c'est déjà pas négligeable. Rien que ça. Ensuite, bien évidemment, par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est quand même aussi une pathologie qui a tendance à, mine de rien, pas forcément régresser tant que ça. Donc, elle ne régresse pas. Donc, finalement, avec les avancées technologiques et médicamenteuses, finalement, implicitement, elle augmente. Puisque, normalement, on devrait pouvoir bien diminuer le taux de mortalité, mais finalement, ça ne diminue pas tant que ça. Donc, finalement, ça augmente quand même. Donc, il y a quand même une proportion d'augmentation. Élisée? Bon, là, vous dites que c'est la première cause de mortalité. Moi, ça m'inquiète. Hein. Pour des gens au-dessus de 25 ans, on se voit vraiment dans cette fourchette-là. On est donc menacé. Évidemment. De façon concrète, dans l'opinion, tout le monde se dit, ou du moins on entend dire que les maladies cardiovasculaires ça a augmenté. Avant, on n'avait pas ça. C'est-à-dire que dans les années antérieures, c'était difficile même de voir des jeunes même de 25 ans, un peu plus même, avoir cette maladie. Mais aujourd'hui, tout le monde est quasiment exposé. Qu'est-ce qui explique ça en réalité? Parce qu'on ne peut pas dire que c'est subite. Il y a forcément une cause. Mais moi, je dirais que c'est l'environnement. C'est l'environnement. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les facteurs de risque augmentent. La sédentarité, on est beaucoup plus sédentaire que nos parents. On a une alimentation... Pas de sport. Exactement. On a une alimentation beaucoup moins saine que nos parents. Et ça, c'est factuel, on le sait. On a une alimentation très riche, très sucrée, très grasse. Et peut-être plus que nos parents, on subit peut-être plus le stress aussi. Est-ce que c'est parce qu'on devient une société un peu plus individuelle? Est-ce qu'on a des métiers beaucoup plus stressants, qui demandent plus de rentabilité ou d'objectifs à atteindre? Ça demande peut-être plus d'investigation, mais il est clair qu'on est quand même beaucoup plus exposé qu'avant. Et ce qui est plus marquant, c'est qu'on sent que l'âge régresse. C'est-à-dire que le déclenchement de l'hypertension descend en âge. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait dire qu'on pouvait déclencher une hypertension autour de 45 ans. Maintenant, vous savez que vous pouvez trouver des gens à 30 ans qui déclenchent des hypertensions. Plus jeune. Évidemment. On va permettre à tous et à de vous relancer. Et puis après, des personnes exposées. Est-ce que le supporter des éléphants de Côte d'Ivoire est particulièrement exposé? Il était là à placer celle-là. J'en rigolais hier. Je disais, football club d'AVC. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire qu'il va falloir attraper son cœur parce que c'est riche en émotions et on voit justement, je l'ai vu. Il y en a qui craquent. J'ai vu quelques images aujourd'hui sur les réseaux sociaux où vraiment on sent que là, il y a tout dedans. Il y a le cœur même qui est dedans. Moi, avec votre ONG, lorsque vous faites les dépistages et qu'on constate qu'il y a des gens qui sont positifs, comme vous le dites, qu'est-ce qui est fait après? Alors, en général, lorsqu'ils sont dépistés, ils ont un parcours assez précis. Hein. Ils arrivent, ils sont enregistrés. On prend le poids et la taille, parce que quand vous prenez le poids et la taille, vous pouvez mesurer l'indice de masse corporelle. On peut savoir si la personne a un poids plutôt normal ou elle est obèse, surpoids, et surpoids, on va dire, morbide. Surpoids morbide, c'est que vous êtes au dernier échelon, et là, vous mettez votre corps en hyper-stress. C'est très grave. Hein. Ensuite, on prend leur tension, on prend la glycémie, et lorsqu'on voit des anomalies, ils sont tout de suite dirigés vers un médecin. Et le médecin recontrôle. Et après ce recontrôle-là, on peut tranquillement commencer à les conseiller. Lorsque vous avez des gens qui arrivent avec des cas graves, à Niamey, on a eu des poussées hypertensives à 22 de tension, des dames qui avaient 70 ans, 65 ans. C'est souvent les femmes qu'on a eues avec des poussées hypertensives.
Et certaines savaient qu'elles étaient hypertendues, elles étaient suivies normalement pour ça, mais ils ne prennent pas leur traitement. Donc forcément, ils arrivent, on fait le dépistage et on les traite tout de suite en urgence. Et c'est pour ça l'avantage qu'on est dans un hôpital. Et là, je remercie aussi le ministère de la Santé qui nous offre la possibilité de pouvoir faire ces missions-là dans les hôpitaux. On peut tout de suite les orienter aux urgences, voir un médecin sur place pour la suite des investigations. Vous voulez aller sur la même chose, mais autre chose? Oui, en fait, je voulais le relancer parce que ce que je veux savoir, est-ce que l'ONG après n'a pas juste orienté? Est-ce qu'il y a une aide derrière? Parce qu'on sait que les médicaments concernant les maladies du cœur, ça coûte quand même relativement cher. D'office. Alors, comme je disais, notre but, c'est vraiment de faire en sorte que les gens connaissent leur statut. C'est très important de connaître le statut. On n'a pas forcément vocation à faire du suivi à moyen terme ou à long terme. Ce n'est pas notre vocation. On a ce projet Oxygène pour tous qu'on a mis en place avec la Fondation Prudence. Justement, j'allais vous en parler, voilà. parce que quand Daouda dit ça, évidemment, même la période de dépistage, ce que vous mettez en place, ça coûte un certain montant. Évidemment. montant. Et à ce moment-là, comment vous faites? Vous vous faites accompagner par des fondations, vous en parliez tout à l'heure. Évidemment, et si je parle de ce partenariat-là qui a vraiment pris corps avec l'arrivée de la Covid-19, avec la Fondation Prudence, où très vite, on a pu réaliser ce partenariat pour riposter contre la Covid. On a bien parlé de riposte. Vous vous rappelez, dans les années 2020, on parlait de riposte. Ensuite, à la suite de la riposte, on a pu mettre en place ce qu'on appelle le projet Oxygène pour tous, parce qu'il fallait répondre aux détresses respiratoires, parce qu'on s'est rendu compte que certaines zones avaient des carences en oxygène. Et dans la continuité de ce projet-là de lutter contre la Covid-19, il fallait mettre en évidence les comorbidités, parce que qui sait qu'il a un diabète, qui sait qu'il n'a pas de diabète? Lorsque vous savez que vous avez un diabète, vous pouvez prendre vos précautions. C'est ça. On ne souhaite pas, mais s'il y a une autre pandémie qui arrive, au moins on est déjà prévenu. Et le projet, c'est bien ça, c'est bien de dépister gratuitement pour que tout le monde puisse se sentir libre de venir. Et déjà, je vous dis, déjà rien que cette action-là, ça peut changer la vie de quelqu'un. Quelles sont les zones que vous touchez avec cette campagne de dépistage? Alors, donc c'est déjà notre troisième étape. Là, demain, on commence la mission de Bingerville, à l'hôpital de Bingerville, sur 3 jours, donc du 19 au 21. Il y a 3 semaines de ça, on était à Niama. Et je vous dis, les résultats sont quand même probants. Je vous dis, notre objectif, c'est de dépister plus de 15 000 personnes. Mais vous avez vraiment déjà sur les résultats qui sont sortis, une grosse partie de patients qui n'ont pas d'antécédents, mais à qui on découvre quelque chose, et ceux qui ont des antécédents et qui sont quand même positifs au test. Donc vous avez 2 cas de figure, des gens qui ne connaissent pas leur statut et des gens qui ne suivent pas leur traitement. Alors, j'ai un ami qui effectivement souffre de maladies cardiovasculaires, qui m'a envoyé un document là en direct parce qu'il suit l'émission. Il dit qu'on se focalise plus sur l'AVC et l'hypertension, alors que par exemple une angine de poitrine, une maladie cardiovasculaire. Évidemment, évidemment. Voilà, et il m'envoie un document où il y a des chiffres. Il y a un peu plus de 11 000 décès par an en Côte d'Ivoire de maladies cardiovasculaires. 20% de la population adulte est atteinte d'hypertension artérielle. Voilà. Et on dit que 15% de personnes sont concernées par le tabagisme. Justement, quand vous entendez tous ces chiffres, comment vous allez justement inscrire vos actions dans le futur? Parce que là, on se rend compte de l'ampleur de la situation. Et comment vous allez vous projeter vers le futur maintenant? Alors, nous, le projet Dépistage pour tous, il a pour but de sillonner sur toute l'année jusqu'à mai 2024 une dizaine de localités sur tout le territoire de Côte d'Ivoire, notamment à Boissot, Djiné, Korogo, Grand Bassam, pour ne citer qu'elles. Mais on va, entre guillemets, aller beaucoup plus loin dans le dépistage. Je prends l'exemple de, justement, vous parlez d'angor et donc c'est des angors de poitrine, angine de poitrine. On va mettre en place, en fait, un électrocardiogramme à intelligence artificielle. Ça tombe très bien sur ce qu'on vient de dire. Parlons-en. Intelligence artificielle qui est capable de détecter les anomalies. Vous faites l'électrocardiogramme, vous n'avez même pas besoin de médecin. Un infirmier peut mettre l'appareil. Il détecte les anomalies. Une fois qu'on voit les anomalies, il fait les suggestions. Vous allez avec le document voir le médecin qui l'interprète. Et donc, on pourra dépister beaucoup plus de personnes comme ça. Évidemment, les angors et les problèmes de coronaire aussi. Au-delà de tout cela, tout cela rime au plan de vie des Ivoiriens ou des populations qui nous regardent. Est-ce que vous pensez à faire des sensibilisations sur vraiment l'amélioration des conditions de vie
éviter le stress, pratiquer le sport, manger. Enfin, on sait À que des heures régulières. Voilà, des heures régulières. Il y en a qui mangent à minuit, 1h du matin. L'estomac est ralenti. Est-ce que vous comptez faire des sensibilisations sur ces points précis? Alors, moi, déjà, de mon métier, parce que je suis kinésithérapeute de métier, je le fais déjà, parce que je me retrouve avec des patients à mon cabinet qui sont un petit peu les dommages collatéraux de cette hygiène de vie qui n'est pas forcément adaptée. Moi, la première chose qui m'a choqué quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, c'est qu'en fait, on ne respecte pas le repos. C'est-à-dire que le dimanche n'est pas un dimanche. Le samedi n'est pas un samedi. Mais c'est quoi le repos? C'est dormir Ça veut juste dire ou est-ce qu'il y a un non, environnement? Le loisir. Le loisir. C'est-à-dire que quand vous allez le dimanche, vous arrivez le lundi, on vous demande qu'est-ce que vous avez fait dimanche, vous dites vous êtes parti à une cérémonie, après vous êtes parti faire des... C'est pas du repos, ça. Vous voyez bien qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, ça c'est la première chose qui m'a choqué, c'est qu'en fait, on met notre organisme à rude épreuve. Et si vous ne vous reposez pas, à un moment donné, vous tirez sur la batterie et vous êtes sur vos réserves. J'écoutais un médecin qui parlait du repos. Il dit le repos, c'est pas dormir. Que dites-vous? Le loisir est du repos. Se divertir est du repos. Mettre son cerveau... Exactement, faire autre chose que... de la musique. Voilà, c'est ça. Très bien. Aller au cinéma, mais pas au foot. Aller au cinéma, et il a dit pas au foot. Et on parlera de... Justement. D'arrêter d'aller trop à des funérailles. Et au foot, puisque justement, vous êtes pour qu'on pratique des choses, le sport, les choses saines. En votre présence, on va parler un peu de foot pour se quitter. Et puis, vous allez nous dire au revoir à travers un petit message. Les éléphants ont joué, et ça, vous aimez bien voir les footballeurs courir et faire du sport. Ah oui, ça. moi je suis fan. Vous êtes fan. Hein. Alors, c'était donc hier. Ouais. Voilà, les éléphants de Côte d'Ivoire ont été tenus en échec. Daouda a fait prédit. Il avait dit qu'il fallait enlever vos cœurs sur ces éléphants-là, il n'y aura rien. Et juste après sa prédiction, je pense, quelques minutes après, voilà, les éléphants ont dit nous sommes là, mais on n'a pas pu gagner, c'est pas bien grave. Ce joli but de Haller. C'est très belle tête de Haller, très belle tête. On a crié ici au studio, on est resté là sur le téléphone d'André pour regarder cela. Alors Alain, réaction. Ils ont juste fait le juste milieu, ils ont fait ce qu'il sans fallait. trop mouiller le maillot, ou ils ont bien Non, bossé? je pense qu'il y avait de la volonté, mais je pense qu'ils n'étaient pas dans des meilleures conditions de préparation. Ce n'est pas en résidant dans un hôtel qu'on prépare une compétition ou même un match amical de ce niveau-là. Donc il va falloir que la Fédération ivoirienne et le gouvernement prennent des initiatives, peut-être pas à l'occasion de cette CAN, mais après, qu'on construise un vrai cadre de vie pour nos joueurs de football. Ce n'est pas en étant dans un hôtel qu'on peut aborder une compétition. Alain, vous avez parlé des conditions de préparation, donc tout ça, et dites-vous, vous étiez au terrain. Oui, j'étais au terrain. Parlez-nous de ce que vous avez ressenti justement en étant dans cette bonbonnière du Stade Félix-Houphouët-Boigny. Semblait-il fatigué? Oui, il semblait fatigué. Je veux dire, dès les premières minutes de jeu, déjà les 7 premières minutes, on prend un but et le jeu, il était décousu. En fait, je n'ai pas reconnu cette équipe entre le match contre le Maroc et ce match-là. Donc on les sentait vraiment fatigués. Et je rejoins un peu le point d'Alain. Est-ce qu'ils ont eu le temps de se reposer avec les nombreuses visites qu'ils reçoivent depuis un moment à l'hôtel? Est-ce qu'ils ont vraiment eu le temps de se reposer? Parce qu'on ne les a pas du tout reconnus. On a entendu votre point là-dessus. Élisée, vous, quand même, vous êtes le spécialiste de foot. Vous dites quoi? Dites-nous très rapidement. Moi, je pense que si face au Maroc, on peut dire qu'on a eu une équipe qui a fait une prestation aboutie. Par contre, contre les Bafana, je pense que ça a été poussif. Voilà, là, franchement, je pense que ça a été une contre-performance. Et très rapidement, il va falloir que les éléphants nous montrent notre visage. Sinon, ça, c'était vraiment pas réduisant. Et c'était pas la meilleure équipe de Daouda. l'Afrique du Sud. Bon, c'est vrai que quand généralement je parle, ça donne l'impression que je Il faut que ce soit court. Oui, que je leur en veux, mais en réalité, je ne vais pas y mettre mon cœur. Parce que depuis le pénalty contre les Chipolo, j'ai décidé de Très bien. suivre le foot. Très bien, merci Daouda. Docteur, Daouda, on va y aller. Docteur, on va vous dire... Il nous fait courir, ce gars. Oui, bien sûr. On va vous dire merci d'être passé chez nous. Merci à vous. Et en tout cas, que Son l'ONG pronostic pour la CAN, peut-être. continue de sensibiliser les concitoyens. Jusqu'où ils rentrent. Avant le pronostic, je dis venez nombreux demain à Bingerville pour vous faire dépister. C'est gratuit. Voilà, comme ça on pourra suivre la CAN en bonne santé. Très bien. Mais en tout cas, merci les amis, même si c'est au pas de course, Christelle. Bah oui, au pas de course, nous sommes obligés donc de libérer l'antenne. Merci d'être venu, Edith, Alain, Daouda, Herman est parti, Élisée, André, merci également. Et merci à vous de nous avoir suivis très nombreux. Merci de vos différentes réactions. On se retrouve demain pour une autre émission du Grand Talk. Portez-vous bien, bonsoir.